En manchette cette semaine, l'ancienne directrice générale de Hudson est condamnée à 30 mois de prison. Remaniement ministériel au gouvernement. Lucie Charlebois hérite de la Montérégie. Et le cinéaste Éric Ruel présente son film God Save Trudeau à Coteau-du-Lac. Bienvenue à votre hebdo régional. Dénouement à la ville d'Hudson. Effectivement, l'ancienne directrice générale de Hudson, Louise Léger-Villandré, a reçu le 22 février dernier sa sentence au palais de justice de Valleyfield. Elle écope de 30 mois de prison après avoir plaidé coupable à des chefs de fraude et d'abus de confiance. Rappelons qu'en décembre 2015, Louise Léger-Villandré a admis avoir eu recours à des documents contrefaits et frauduleux. Elle aurait, entre autres, fabriqué de faux chèques pour ensuite les encaisser personnellement. Plus de 1 million de dollars auraient été dérobés sur une période de 17 ans à la ville d'Hudson. Madame Léger-Villandré y a œuvré durant près de 40 ans, occupant de nombreux postes administratifs. Sérieusement malade, le ministre Pierre Moreau est forcé de réduire ses activités pour les prochains mois. Une annonce qui a forcé le premier ministre Philippe Couillard à remanier son cabinet. Lucie Charlebois, députée de Soulanges et ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, héritera donc de la responsabilité de la Montérégie, poste qu'occupait Pierre Moreau. En quoi ça consiste? Bien, d'abord, à écouter les gens de la Montérégie, entendre les besoins, faire cheminer les dossiers et appuyer les gens de la Montérégie dans tous les dossiers, que ce soit économique ou en d'autres dossiers. Mon travail, c'est d'abord les écouter, mais d'appuyer ces gens-là dans l'attente de la résolution de leurs dossiers. Et je compte bien faire ça en équipe avec l'ensemble de mes collègues de la Montérégie. Le 15 février dernier, le cinéaste natif de Pincourt, Éric Ruel, était présent lors de la première soirée cinéma-rencontre organisée par Vantard au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. Il y a présenté son plus récent documentaire, God Save Justin Trudeau, ou comment le député de Papineau est devenu premier ministre du Canada. Avec le Parti libéral maintenant qui est énormément réduit, qui est en position de faiblesse à la Chambre des communes, on n'a jamais eu moins de députés qu'on a maintenant. Les conservateurs ont tout l'argent, ils ont tout derrière eux. Et là, tout à coup, ce serait-tu le fun de voir que Justin Trudeau arrive à gagner contre les conservateurs puissants et trop forts comme ça? Ce documentaire-là, c'est un documentaire évidemment particulier parce qu'il a été tourné à une époque où le principal protagoniste, Justin Trudeau, n'était pas encore candidat à la chefferie. Il n'y avait pas de chefferie d'annoncé. Donc, c'était un député d'arrière-ban qui, à l'époque, on le sous-estimait beaucoup, c'est sûr. Et donc, c'était particulier de voir, d'être témoin de ça, en même temps de le voir s'entraîner, puis de le voir utiliser cette hargne-là que certains avaient contre lui, pour lui, se mettre en valeur et justement faire tomber ce qu'il considérait être des préjugés. Il en a profité pour faire l'annonce que sa région natale sera au centre de son prochain documentaire, Jukebox. Ici, dans la région, vous avez un personnage très, très, très important dans l'histoire de la chanson qui s'appelle Dennis Pantis. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur très intéressant. C'est un de ceux qui a inventé l'industrie du disque au Québec. Les organisateurs de la soirée, Vantard, voulaient ainsi donner le ton aux nombreuses autres soirées à venir dans la région. Notre but, c'est, bien présentement avec les documentaires, c'est de créer des soirées de discussion, des échanges avec des artisans, du domaine, en fait. On veut créer des débats autour de questions qui nous semblent, nous, très pertinentes. Lors du mini-colloque Culture et citoyenneté du 9 février dernier, Vaudreuil-Dorion est devenue la première ville au Québec à se doter d'une déclaration A21C dans le cadre de l'Agenda 21 de la culture. À cette occasion, plus de 75 participants, citoyens et organismes
ont présenté leurs engagements à s'impliquer au développement de la communauté par la culture. Stéphane Lavoie, directeur général et directeur de la programmation à l'ATOU, en a inspiré plusieurs en livrant une conférence présentant les grandes réalisations de son organisme. Il a fait la démonstration que, grâce à la médiation culturelle, l'ATOU a réussi à créer un sentiment d'appartenance au sein de la communauté d'un quartier défavorisé. La Maison Félix Leclerc annonce que l'édition 2016 du souper gastronomique Hymne au printemps, au profit de l'organisme, aura lieu le mercredi 30 mars prochain au restaurant Olivia à Vaudreuil-Dorion. La portion musicale de l'événement sera assurée cette année par Marc Anger, violoniste et auteur-compositeur-interprète, qui a notamment été finaliste à l'édition 2005 de Star Academy. Les billets sont vendus au coût de 150 $ par personne et un reçu d'impôt sera remis. Le 19 février passé avait lieu la soirée de filles au Château Vaudreuil à Vaudreuil-Dorion. Une occasion pour accroître la visibilité de nombreuses femmes d'affaires de la région. La soirée s'est déroulée dans un esprit de fête avec plus de 5 000 $ en prix de présence. On a au-dessus de 33 exposants qui sont présentes. On attend 240 participantes pour la soirée. Donc, c'est notre premier événement ici au Château Vaudreuil et pour le moment, ça semble être un vrai succès. Là, j'ai appris qu'il n'y a plus de billets, c'est sold out. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on veut venir, si on se présente à la porte? Bien, malheureusement, on a tellement fait de promotion qu'il n'y a pas de billets à la porte, malheureusement. Mais Soirée de filles va revenir l'année prochaine, au mois de février. À chaque mois de février, on va revenir. Puis ça va rester le même principe pour venir découvrir les entrepreneurs féminines de la région puis avoir une super de belle soirée. Le député de Beauharnois, Guy Leclerc, souhaite que l'entrée du lac Saint-François soit clairement balisée afin d'en faciliter l'accès et d'augmenter le tourisme nautique dans la région. Il déclare que la mauvaise indication des obstacles à éviter décourage plusieurs touristes potentiels. La baie Saint-François, la marina et le vieux canal de Beauharnois forment un véritable joyau pour l'industrie récréo-touristique. C'est un départ pour le temps des sucres en Montérégie. En effet, c'est à partir de la fin de semaine du 27 février que les cabanes à sucre de la Montérégie ouvriront leurs portes aux visiteurs qui viendront déguster les produits de l'érable de la saison 2016. Rappelons que le temps des sucres est le deuxième produit agrotouristique le plus couru en Montérégie, avec près de 600 000 visiteurs par année. Dans le cadre du cours Monde contemporain, les enseignantes de la 5e secondaire du Collège Bourget ont organisé une simulation d'élection provinciale. Chaque classe représentait un parti politique et les élèves de chacune de ces classes jouaient un rôle précis. Chef de parti, attaché politique, ministre, etc. L'objectif de cette situation d'apprentissage, qui s'est déroulée sur 4 semaines, était de permettre aux élèves de faire l'exercice de leur citoyenneté. Finalement, les élèves ont été appelés à s'exprimer par le vote. Cette année, c'est le Parti vert qui a remporté les élections. Les Mustangs reprenaient le collier dimanche le 21 février dernier en recevant le Collège français de Longueuil devant une foule de plus de 300 personnes à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Malgré la dure défaite des Mustangs par la marque de 5-1, le gardien Mathieu Bélanger-Hudon a fort bien fait en repoussant 35 des 40 rondelles dirigées vers lui. Le 6 février dernier, la Fondation du Centre d'action bénévole L'Actuel a invité la population à assister à un match de hockey amical entre les Anciens Canadiens de Montréal et une équipe locale à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Tous les profits ont servi à financer des activités de L'Actuel. Donc, tout un match, bravo. Oui, au début, on était surpris par leur rapidité, leur talent, leur shape. Le principal, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir. Personne ne s'est blessé. On est ici pour une bonne cause. On n'est pas ici pour scorer 25-30 buts. C'est pas ça la chose. Mais c'est le fun de voir il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tu le vois encore après le match dans la salle. C'est formidable. Moi, je trouve ça beau. Les Anciens Canadiens, à chaque match qu'on fait, c'est toujours pour une excellente cause, que ce soit pour le hockey mineur, que ce soit pour n'importe quelle cause, des hôpitaux, n'importe quoi. Nous, on fait ce qu'on aime, c'est encore de jouer au hockey. Puis en même temps, bien, on ramasse des sous pour des œuvres de charité. Alors, tout le monde est gagnant là-dedans.
Je suis avec Étienne Rouillard, aux directions marketing des Mustangs. Vous avez participé d'une façon spéciale au match des anciens aujourd'hui. Oui, en fait, là, on s'est impliqué à différents niveaux. Au niveau de la billetterie, bande de moitié-moitié, on a transporté du matériel. Cette année, c'était une de nos missions qu'on s'était donnée de s'impliquer au niveau de la communauté, soit scolaire, sportif, communautaire. Puis ça fait partie là, de notre mission de cette année et ultérieurement aussi. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges annonce que les inscriptions en ligne sont maintenant ouvertes pour la 5e édition de la marche Bourassa-Boyer. Toute la population est invitée à une grande fête familiale le dimanche 1er mai au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion sous le thème de la santé. La Fondation doit amasser 1,2 million de dollars chaque année pour être en mesure d'offrir des soins palliatifs gratuits à la population de Vaudreuil-Soulanges et de ses environs. 5 mamans à la maison avec des enfants lourdement handicapés organisent une levée de fonds intitulée « Les petits miracles » pour les aider à contribuer aux différentes dépenses, aliments spéciaux, séances de thérapie et de nombreux frais qui ne sont pas toujours couverts. Elle vous invite à cette journée familiale le 5 mars prochain à la cabane à sucre Marc Bessner à Coteau-du-Lac dès 17h30. Mathieu Holoboski sera de la soirée ainsi que de nombreux prix de présence. Le 3 mars prochain, le service d'intégration des immigrants de Réseau Emploi Entrepreneurship invite les nouveaux arrivants à une soirée d'information gratuite ayant pour thème « Ce que vous devez savoir sur les impôts ». Animé par Martin Couture, l'atelier permettra aux participants d'être prêts et bien informés sur divers sujets en lien avec la déclaration de revenus et l'optimisation des impôts au Québec et au Canada. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin régional. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois le président de l'UPA de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. À tout de suite. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site csur.tv. Aujourd'hui, je reçois le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, mais secteur Vaudreuil-Soulanges. Je reçois le président, M. Louis-Marie Leduc. Bonjour, M. Leduc. Bonjour, monsieur. D'abord, parlez-moi un petit peu de vous, là, à titre de président. Il y a des syndicats par secteur, par MRC? Oui. En 2010-2011, il y a eu une restructuration de l'UPA à travers le Québec. Puis, comme ici, en Montérégie, il y avait 2 fédérations. Il y avait la fédération de l'Ouest qui était à Saint-Rémy-de-Napierville. Il y avait l'Est qui était à Saint-Hyacinthe. Il y a eu une fusion. Et puis, lors de la fusion, là, l'UPA a décidé de faire, pour la Montérégie, faire un syndicat local par MRC. Alors, vous êtes le président? Je suis le président de Vaudreuil-Soulanges, qui auparavant avait 3 syndicats locaux, qui étaient Saint-Polycarpe, Saint-Rédempteur, puis l'autre, c'était Sainte-Lette. Il y a eu une fusion des 3 syndicats locaux qui est devenu... On a fait un syndicat local dans Vaudreuil-Soulanges. Et en tant que président, vous siégez au conseil d'administration régional? Oui, automatiquement, en étant président d'un syndicat local, tu sièges au conseil d'administration de la Fédération de la Montérégie. Parfait. Vous êtes propriétaire d'une entreprise agricole céréalière, qu'on dit. Oui. À quel endroit? À Sainte-Marthe? À Sainte-Marthe. À Sainte-Marthe. Oui. Quelle sorte de céréales? Moi, je cultive du soya pour consommation humaine et puis maïs grain. Oui. Consommation animale. Pour les animaux. Pour les animaux. Bon, parlez-moi maintenant de l'Union des producteurs agricoles du Québec. C'est quoi ça? C'est un syndicat? Ça fait quoi, ça? C'est un syndicat qui date de longtemps. Aux alentours des années 1920, il y a eu un effondrement des prix agricoles. Puis là, les producteurs agricoles se sont groupés et puis là est né le syndicat. Ils appelaient ça l'Union dans le temps, l'Union catholique des cultivateurs, l'UCC. Et puis, c'est en même temps aussi qu'il y a eu les fondations des coopératives. Les agriculteurs se sont regroupés pour faire les achats d'intrants, pour essayer d'avoir des meilleurs prix. Dans les années 20. Dans les années 20, 1920.
Puis là, bien, le temps a évolué. Puis au début des années 70, après, bon, je pense à la fin de la Révolution tranquille, là, et il y a eu une restructuration de l'UCC, l'Union catholique des agriculteurs. C'est devenu l'Union des producteurs agricoles du Québec. Parfait. Fait que l'UPA, ça s'entend, là, quasiment. Là. Alors, son rôle à elle, c'est de protéger les membres et puis de faire quoi sur leur territoire agricole? Qu'est-ce qu'ils font sur le territoire agricole du Québec? Bien, l'UPA, en fin de compte, est là pour défendre les intérêts des producteurs parce qu'il y a des négociations. Parce que l'UPA, c'est la maison mère, l'UPA. Après ça, il y a des filiales, comme la Fédération des producteurs de lait, la Fédération des producteurs de bovins, la Fédération des producteurs de poulet, la Fédération des producteurs d'œufs. Puis la Fédération de culture commerciale, qui est les céréalières, tu as la Fédération des acériculteurs. Fait que ça, c'est des filiales, puis eux sont là pour négocier les prix avec les acheteurs. Et puis défendre les intérêts des producteurs agricoles sur tous les points, que ce soit, bon, premièrement sur les revenus, avoir des revenus adéquats. Ça, c'est un éternel combat. Et puis, tous les intérêts des producteurs agricoles pour que l'agriculture aille bien au Québec. C'est le rôle de l'UPA. Et puis, comme vous dites, il y a la maison même, il y a toutes les filiales. Là. Il y a les maraîchers, il y a les producteurs de lapins, il y a les petites fermes. Puis, ils ont des recommandations à faire quand vient des développements, comme par exemple le pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges qui est prévu ou qui est en élaboration ou en discussion. Je ne sais pas où c'est rendu. Considérant que le territoire de Vaudreuil-Soulanges est à 80 % d'un territoire agricole, où est-ce qu'on en est rendu avec le pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges par rapport à l'UPA? Le pôle logistique, bon, ça s'est parlé. Ben, nous, on savait qu'il y avait une demande de pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges, mais on ne connaissait pas l'ampleur. Ça a sorti, je crois, c'était au mois de mai-juin l'an passé. Là, et puis, là, c'est là qu'on a su qu'il y aurait... On parlait d'expropriation de producteurs agricoles au CED, qui, en passant, disons que c'est pas mal les plus belles terres de Vaudreuil-Soulanges, de la terre noire, de la terre maraîchère, une partie, là, c'est vraiment de la belle terre. Et puis, là, les producteurs, bien, là, concernés, on le sait en même temps qu'eux autres. Fait que là, ils nous ont appelés, bon, là, l'UPA, puis là, bien, moi, j'ai appelé l'UPA de la Montérégie, qui est là, c'est encore plus haut que moi, parce qu'ils ont les moyens, puis ils m'ont dit que, bon, puis c'est de là qu'a parti le regroupement. Puis il y a deux gars au CED des producteurs, il a fallu que les producteurs s'impliquent, puis il y a deux gars au CED, il y a Michel Proulx puis Hubert Leroux, qui ont vraiment travaillé très, très fort là-dessus. Et je pense qu'il n'y avait pas une journée, moi puis Hubert, on ne se parlait pas. Et puis, c'est de là qu'est parti le mouvement de contestation contre l'expropriation. Oui, on les avait à Québec. Parce qu'on a bien dit qu'on n'était pas contre le développement économique. On n'est pas... Mais l'expropriation de ces producteurs-là, on était contre. Puis c'était tous... En plus, ce qui était de valeur, c'est que c'était tous des fermes qui avaient de la relève, la plupart. Je vous dirais, à 80 % des fermes qui étaient là qui étaient dans le territoire, la relève est là où elle s'en vient. Là. Mais c'est des gars qui vont avoir de la relève. Il y en a que les enfants sont à l'école dans le moment à soit Saint-Hyacinthe ou au Collège McDonald, sont aux études, et puis ils ont de la relève assurée, ces femmes-là, pour apprendre Et ces terres-là étaient ciblées pour peut-être être expropriées. Oui. Bien, c'est ce qu'on demandait. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement voulait faire un pôle logistique, mais là, il y a eu un autre projet. Puis ça venait des gens de la région aussi, qui demandaient, en fin de compte, le pôle logistique, tout ce qu'on savait, bon, le CP possède des terres au CED. Il parlait de faire une gare intermodale. Supposément que ça serait tombé à l'eau, puis supposément que le gouvernement, c'est là qu'il s'enlignait faire le pôle logistique. Sauf qu'ici, la région demandait un autre 500 hectares. En fait, bon, il parlait de logistique, mais je pense que c'était plutôt faire un méga parc industriel. Et puis, on disait toujours que c'était le gouvernement. On ne disait pas que c'était la région qui demandait ça. On mettait autour. Bon, puis là, le gouvernement a tranché au mois de... suite aux manifestations, là, l'opposition s'en est mêlée. Ils sont venus rencontrer les gens des CED. Il y a eu des questions à l'Assemblée nationale. Et puis nous, on est allés à Québec, je crois, c'était au début novembre. Et puis c'est là, le lendemain, que le gouvernement a sorti qu'il n'y aurait pas d'expropriation. Il y aurait un pôle logistique, mais il n'y aurait pas d'expropriation. Le gouvernement a annoncé qu'il y en aurait deux majeurs pôles de logistique. Il y en aurait un ici dans Vaudreuil-Soulanges, sans expropriation, puis il y en aura un autre à Contrecœur, c'est ça? Contrecœur, oui, parce que le port de Montréal prend l'expansion vers Contrecœur. Donc, puis le port de Montréal possédait déjà, je pense, c'est 1500 acres de terre à Contrecœur.
puis ils vont prendre l'expansion-là. Ça devrait ouvrir aux alentours de 2020, je crois. Parce que, étant donné que les bateaux sont plus gros, puis à Montréal, il manque d'espace pour entreposer, donc ils agrandissent vers Contrecœur, ce que le gars du port de Montréal nous a expliqué. Et puis, ici, dans le projet de loi aussi, ça, il se peut d'avoir une commission parlementaire, on ne sait pas quand encore. Le projet de loi 85 qui a été déposé par le ministre Moreau, qui fait de l'autoroute 30 un corridor de commerce. Fait que là, il y a, on parle du pôle logistique dans Soulanges. Il y a Alta, Coteau-du-Lac, eux, il y avait une décision qui avait été renversée Alta, par... qui est le grand parc industriel de Coteau-du-Lac. C'est ça. Bon, Alta s'est décidé, ce qui est arrivé, ça a traîné longtemps en cours, c'était... Bon, puis, en fin de compte, il avait gagné pour le dézonage. Utilité au agricole pour faire il s'agrandissait de 165 hectares. Oui. Puis, là, la Commission de protection des territoires agricoles avait mis des conditions. Il fallait que la MRC, dans les 2 ans qui suivent, modifie son schéma d'aménagement en fonction de la nouvelle utilité du sol. La ville de Coteau-du-Lac devrait faire la même chose. Et puis, à notre grande surprise, c'est au mois de juin 2015, moi, comme président de l'UPA, je reçois un courriel. La Commission de protection des territoires agricoles renversait la décision, étant donné que la MRC n'avait pas modifié son schéma d'aménagement, étant donné que la ville de Coteau-du-Lac n'avait pas changé sa réglementation. La Commission de protection des territoires agricoles a renversé la décision et puis la décision devenait nulle. Donc, le territoire restait en zone agricole. Dans le fond, l'UPA, c'est un protecteur des terres agricoles du Québec. Oui, oui. On a combien de pourcentage de terres agricoles par rapport à d'autres États ou d'autres pays? À peu près. Au Québec, on dit, depuis que la loi de protection du territoire agricole existe, depuis 1978-79, on dit qu'il y a 2 % du territoire agricole au Québec. Au Québec. Au Québec. Mais ça comprend les agriculteurs, là, puis tout ça, là, donc il y a du bois là-dessus. Puis le vrai chiffre de vraies terres agricoles, là, on parle peut-être d'1,4. Parfait. Mais par rapport à d'autres pays, est-ce qu'on est loin derrière? La France, je crois, c'est entre 50 et 60 % de son territoire qui est agricole. Les États-Unis, on parle de 45 %, aux alentours de 45 %. Ça veut dire qu'on est loin des moyennes. Ici, on est assez loin des... Oui. Et l'UPA est un peu les protecteurs. Mais l'UPA, ça fait à la demande des producteurs agricoles, parce que quand il y a du dézonage, il y a toujours des producteurs... Bon, ce qui arrive des fois, à un moment donné, oui, autour des villes, un producteur agricole peut vendre sa terre, ça va changer de zonage, ça va s'en aller pour la construction résidentielle ou quoi que ce soit. Bon, mais sauf que le producteur, ça crée une spéculation dans la région parce que les terres avoisinantes tombent sous spéculation parce qu'il y en a toujours qui pensent que la zone va s'agrandir, on va pouvoir vendre les terres encore plus chères, puis ça fait toujours une rareté de terre, puis ça fait augmenter les terres. Si on regarde dans votre soulange, dans le moment, ce qui se passe... c'est pas mal ça. Là. Les terres agricoles sont sous spéculation. C'est 2 fois et demi, 3 fois la valeur agroéconomique. Là. On est à 80 % du territoire agricole. Puis on est à 80 % du territoire agricole dans votre soulange. Il y a une grosse demande pour les terres. Puis ici encore, c'est des producteurs agricoles qui les achètent. Si on regarde dans les autres régions du Québec, il y a les fonds d'investissement qui commencent ils ont fait plusieurs années, qui achètent des terres, comme Pangea, Fantera, puis je pense qu'il y en a 2 autres aussi. Là, qui acquièrent des terres au Témiscamingue, à Gaspésie, au Lac-Saint-Jean. Et puis, ils font des ententes avec les producteurs, soit que les terres sont louées, mais exactement, ça, je ne peux pas vous dire. C'est sûr que ce n'est pas eux qui les cultivent. Ils louent à des agriculteurs ou ils font un partnership, mais ça commande de même. Au niveau des transitions des entreprises agricoles, au niveau de la relève, est-ce qu'il y a des mesures financières qui sont mises, je ne sais pas, là, je dis n'importe quoi, peut-être millions de producteurs agricoles, est-ce qu'il y a des mesures ou de la formation ou, pour accompagner la relève pour vraiment que les enfants qui naissent sur des fermes puissent acquérir les fermes des parents? Oui, l'UPA, ça c'est un gros problème, la relève. Puis il y a des revendications au gouvernement de la part de l'UPA pour la relève. Puis, pour créer des incitatifs, il y a aussi... Bon, comment je pourrais expliquer ça? Il y a des jeunes agriculteurs de la relève, ils ont une association, là, puis ils font des demandes au gouvernement, mais ça, depuis, je vous dirais, je pense que ça fait 5 ans qu'on redemande au gouvernement, puis encore cet automne, quand j'ai été au congrès de l'UPA à Québec, congrès provincial, la même demande est venue, le président des jeunes de la relève, je ne me souviens plus de son nom, il est venu parler, puis il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Union des producteurs agricoles pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de bien? Bien, l'Union, ce qu'on pourrait souhaiter de bien, c'est sûr que les gros défis dans le moment, c'est ça, c'est de toujours s'assurer d'avoir un prix pour nos produits.
Parce que là, les gros défis, il y a la mondialisation. Ouais. Bon, et puis, il y a le système de gestion de l'offre, parce qu'au Canada, on a un système de gestion de l'offre. Bon, c'est menacé. Bon, on fait miroiter aux consommateurs que s'ils n'étaient pas là, qu'ils paieraient moins cher que le produit. Ça, c'est pas prouvé. Est-ce que le nouveau gouvernement va se rasseoir avec ça, là? Bien, le PTT, c'est... Bon, ils ont signé la première chose la semaine dernière, là. Bon, on a donné une partie du marché, mais la plus grosse partie était donnée à celui qui a été signé avec l'Europe, là, je ne sais pas combien de 1000 tonnes de fromage de plus qui vont rentrer de là-bas. Donc, pour l'Union des producteurs agricoles, c'est de défendre ça. Puis moi, comme je dis toujours, c'est pas vrai. C'est pas prouvé que les consommateurs vont payer moins cher. Puis le plus bel exemple en ce moment, c'est le pétrole. Regardez, le pétrole était très cher. Il est rendu, écoutez, de 130, 135 piastres du baril, il est rendu à 30 piastres. Oui. Puis on paye pas bien moins cher à la pompe. Effectivement. Alors, c'est pour ça que moi, je suis là dans le moment. Ici, si on regarde au Québec, au Canada, les fermes sous production de gestion de l'offre, c'est ceux-là qui vont le mieux. Tous les prix sont régis par la Régie du marché agricole, qui est le prix au producteur, la marge que doit prendre le transformateur, les distributeurs. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a les qualités, les exigences de qualité et de salubrité les plus sévères au monde au Canada. Les produits canadiens sont c'est très vérifié, il y a des conditions très strictes. Puis ça, c'est une autre chose que l'UPA aussi on défend. Dans le moment, on fait amener des produits de d'autres pays avec des normes de biosécurité et des normes sanitaires moins élevées que le Canada. Est-ce qu'on peut trouver de l'information sur le site de l'Union des producteurs agricoles si quelqu'un veut être guidé pour, je ne sais pas, moi, partir une entreprise ou pour avoir de l'information générale? Est-ce que l'Union des producteurs a un site web, j'imagine? Oui, l'Union des producteurs agricoles, bon, premièrement, il y a la Maison Mère à Longueuil, il y a un site web. Ça, c'est la Confédération, c'est elle. Et puis, à la Fédération régionale de Saint-Hyacinthe aussi, il y a un site web qui dit tout ce qu'il en est. Et puis, s'il y a des gens qui veulent partir des productions, c'est sûr qu'ils peuvent appeler au bureau de la Fédération régionale Saint-Hyacinthe, puis ils vont les guider, ils vont leur dire où aller. Ils vont dire, bon, avant de venir, si, mettons, quelqu'un a un projet, bien, ils vont dire, bon, avant de venir nous voir, il faut que tu ailles voir le MAPAC. Ils vont guider les gens. Monsieur Leduc, merci. Merci de nous avoir démystifié l'Union des producteurs agricoles. On va souhaiter bonne chance aussi à l'Union des producteurs agricoles pour les défis auxquels il va faire face bientôt, maintenant. Et puis nous, on vous souhaite une bonne saison agricole 2016. Merci, M. Leduc. Bien, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Ça fait plaisir. Alors nous, ça se termine ici. Je vous invite la semaine prochaine à votre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien.